Je dépose ma maison sur le sable, aussi fin que de graines de couscous fragmentées, et retire mes grosses chaussures. L'eau atteint nerveusement mes orteils. Elle est glacée. Ceux-ci se crispent instantanément, mais je les maintiens fermement dans cette eau glacée, car cela me fait tellement de bien de me rafraîchir les pieds après plusieurs heures de marche. L'eau atteint le niveau des mollets. Au bout de 20 secondes, je me rends compte que je ne sens plus mes pieds. La mer risque de me les emporter. Je n'arrive plus à les bouger tant le froid les a pétrifiés. Ah, ça y est, je les sors de l'eau malgré tout. Ils sont violets. J'ai faim. Je m'assois sur un rocher sec. Je regarde devant moi. Je me laisse envoûter par le chant des vagues et leur ondulation. Les mouettes dansent la rumba. Certaines dessinent de somptueuses formes, d'autres chantent. Mon regard se perd à l'horizon. Il me nargue cet horizon. J'essaye de voir ce qu'il y a derrière, mais rien. Rien. Juste un ciel azuré. C'est comme si la mer avait été avalée par le ciel pour ne former qu'un. Ou c'est peut-être le ciel qui est avalé par la mer, je ne sais pas. Je suis transportée dans cet horizon. La mer est si mystérieuse. Que cache-t-elle donc? Quel trésor l'habite? J'ai faim. Je sens qu'il y a un tas d'êtres sublimes qui se baladent tranquillement en faisant attention de ne pas se prendre un sachet en plastique abandonné par des humains. Est-ce qu'ils me voient? Je ne sais pas. Je les salue de la main droite en souriant. Ils doivent bien se demander. D'habitude, les humains ne leur sourient pas. Ils les pêchent. Et plus loin, qu'y a-t-il? Des requins marteaux? Des dauphins? Des baleines bleues? La baleine n'est pas un poisson, c'est un mammifère, comme nous. Que font-elles de leur journée? Certaines s'échouent sur des plages. Je ne souhaiterais pas qu'il y en ait une ici, elle serait trop lourde pour que je puisse la repousser toute seule. Certains dauphins ont été capturés pour que des riches qui s'ennuient puissent nager avec eux. Mangent-ils à leur faim? Sont-ils heureux? Leur mère ne leur manque-t-elle pas? J'ai faim. Mes pieds sont maintenant secs. Ils ont repris leur couleur naturelle. Je remets mes grosses chaussures et je vais marcher sur le sable. Merci. Vous venez d'entendre Soraya Hamek qui vient de lire un extrait du recueil du tome 2, Un long chemin à parcourir, qu'elle présentera demain à l'espace des voyageurs à 18h et c'est publié aux éditions Hasard Atelier. Et donc, comme tous les 15 jours à peu près, il y a des rencontres avec les auteurs. Et donc, demain, ce sera Soraya qui présentera le tome 2 de Un long chemin à parcourir, qui est le titre général, si on peut dire. Bonjour Soraya. Bonjour Marie-Madeleine. Merci d'avoir lu un extrait. Un plaisir. Donc, tout à l'heure hors micro, vous m'avez dit que l'écriture vous accompagnait depuis votre plus tendre enfance. C'est vraiment une nécessité, presque une façon de respirer, une façon d'être au monde. Tout à fait. Je ne parlais pas beaucoup. Ah, donc vous étiez timide ou c'est parce que c'était plus une histoire d'être introverti? Je pense que j'en ressentais pas le besoin... je ne ressentais pas le besoin de m'exprimer oralement. D'accord. Mais pas forcément par timidité. D'accord. Oui, c'était un choix d'une certaine manière. Je ne sais, un trait de caractère. Une convenance. Vous aviez des frères et sœurs ou Oui. D'accord. Et justement, on me qualifiait de très sage. On aimait bien ma compagnie puisque j'étais l'enfant modèle, très reposante, sage, apaisante. Exactement. Tout le contraire. Rêveuse peut-être déjà. Oui, très. Et du coup, avec un monde intérieur. Maintenant, oui, je me rends compte que lorsque j'ai commencé à parler, j'ai directement pas raconté une histoire, mais dit 2-3 longues phrases.
Ah, oui. C'est-à-dire, je n'ai pas commencé par maman, papa, Bonjour. c'est ça. Et c'est après coup que je me dis, ah bah tiens, L'histoire peut-être se que faisait déjà toute petite, C'est vous vouliez ça. raconter des histoires, raconteuse ça. et d'histoires. c'est exactement ça. Et est-ce que vos parents vous racontaient beaucoup d'histoires, justement, notamment le soir au coucher ou... Oui, surtout à mes grandes sœurs. D'accord. J'ai 2 grandes sœurs qui m'ont accompagnée tout au long de mon enfance. D'accord. Et je pense qu'elles ont été comme... c'est pas que je pense, elles ont été comme des modèles pour moi. Et avec un côté très opposé, très expressif, très pipelette. Et moi, c'était tout le contraire. C'était Non, elle est plutôt, très bavarde, très extravertie d'une certaine manière. Exactement. D'accord. Et du coup, quand Et j'ai c'était votre commencé à manière de écrire- trouver votre place, peut-être, alors? Peut-être, oui. Peut-être que c'était Il fallait s'affirmer d'une autre manière? c'était pas forcément une affirmation. C'était le plaisir de pouvoir transcrire des pensées ou des sentiments en mots et en le structurant sous forme d'histoire. Et je trouvais ça magique. L'écriture, quand Ah oui, j'ai pour vous, commencé l'écriture, à ça a été une révélation. J'étais vraiment pressée de commencer à apprendre le français parce que j'ai vécu... je suis née en Algérie D'accord. et la première, disons, la langue officielle n'est pas le français, mais j'ai été... L'arabe, c'est l'arabe? C'est l'arabe. Parce que vous êtes Mais toute jeune, il faut j'étais, préciser. J'ai été imprégnée plus par le français. Et du coup, pour moi, c'était comme une langue beaucoup plus riche et qui me parlait beaucoup plus en termes d'expression. Et je voulais tout de suite apprendre à écrire et à lire pour pouvoir raconter. Mais vous avez été d'abord à l'école en Algérie? Oui. D'accord. Oui. Donc Ben, en langue arabe, alors? Je suis D'accord. née là-bas, C'est dans quelle région d'Algérie? dans la région de Kabylie, D'accord. dans la ville de Tizi Ouzou. Ah, d'accord. Et vous parlez aussi la langue parlée par les Kabyles? Ah, j'aurais aimé. Je reproche à chaque fois à mon père de ne pas m'avoir transmis la langue kabyle, berbère. Mais Tamakchek, c'est ça? ça s'appelle kabyle. Ouais, d'accord. C'est la même origine berbère, Oui, mais oui. avec des Oui, différenciations. oui, je sais. D'accord. Et on me dit, bon, ce n'est pas trop tard, mais bon, c'est comme si une transmission orale, Oui, donc il oui. faut vraiment être dans le pays. Et Mais l'écriture existe aussi. Il y a l'alphabet. oui, depuis peu. Depuis peu. Il n'y a pas d'homogénéisation, on va dire, en D'accord. fonction des régions. Et D'accord. chacun essaye de mettre en place ses propres codes. Et du coup... Mais est-ce que vos parents parlaient français, eux, puisque bon, avec l'histoire avant de la colonisation, est-ce qu'ils parlaient français? On a toujours parlé les deux. D'accord. Plus français. Mais ma mère a été professeure de français D'accord. Professeur de français en Algérie, dans un lycée, un collège, enfin... au primaire. D'accord. Et en fait, à l'époque, je me posais pas de questions parce que ça allait ensemble. Oui, oui. C'est comme si il n'y avait pas de séparation entre les deux. C'est en arrivant en France... C'était comme 2 bras ou 2 mains, quoi, en fait. Voilà, ça allait de pair. Vous voyez, comme dans les familles, par exemple, bilingues, Oui, non, mais c'est bien. anglais, français, Oui, oui. etc. On sait différencier, Oui, oui, mais les enfants absorbent directement. bien sûr, oui. Ah oui, mais les enfants sont curieux. Et puis à cet âge-là, après, aller très vite, donc voilà, quoi. Ouais. Et surtout qu'il y avait beaucoup plus de supports en français intéressants Ah oui, à mes yeux. d'accord. La littérature, vous voulez dire? Oui, d'accord. Ouais, beaucoup plus touchée. Du coup, je me suis jamais véritablement posé la question arabe, français. Oui, c'est pour ça vous, a été quelque chose de naturel. c'était une évidence, quoi. Ouais. Et vous êtes arrivé en France à quel âge? Alors, nous sommes arrivés donc, dans les années 90, suite à la guerre civile qui a sévi dans les années 90. J'avais 10-11 ans, 10 ans et demi. D'accord. Mais au départ, c'était une question temporaire. Oui, le temps comme que beaucoup ça se de... calme. Oui. Beaucoup de personnes après pensaient revenir, oui, le temps de... Oui. Exactement. Et voilà, c'est là où je suis restée. Je me suis retrouvée dans un univers pas aussi différent que ça, parce que j'avais quand même la chance
mais de maîtriser la langue. Oui, et c'est aujourd'hui que c'était un plus, oui, forcément. Ah oui, exactement. il n'y a pas eu cette barrière, quoi. Donc tout de suite, puisque vous étiez bilingue, en fait, vous êtes bilingue, donc. Oui. Et puis vous aviez bilingue, mais aussi bénéficié de la culture, si je comprends bien, des deux cultures. Donc pour vous, c'était voilà quoi. Oui. C'était simplement vous changiez de. Le voyage se poursuivait, si on peut dire. Et c'est après coup que je me suis rendu compte, de la chance que j'avais d'avoir pu maîtriser la langue par rapport, par exemple, à d'autres enfants que je côtoyais à l'époque. Et qui devaient apprendre déjà, oui. Ouais, et comme ce sont quand même deux langues complètement différentes, de par la structure, de par la sonorité, enfin voilà quoi. Et de toute façon, je ne me posais même pas la question, il fallait, j'étais à cette école-là, il fallait que je travaille. Ça aurait été en chinois ou une autre langue, et bien j'aurais appris le chinois, j'aurais travaillé, j'aimais beaucoup l'école. C'était dans quelle région que vous avez été accueillis? On a atterri à Osny, dans le 95, dans le Val d'Oise, dans la région parisienne. Et j'en garde de très bons souvenirs, en fait. J'ai pas vraiment eu ce sentiment de déchirement, en fait. C'est après que c'est venu, une sorte de nostalgie. Du pays d'origine, enfin. Pas vraiment du pays, mais des choses de l'enfance, en fait. Peut-être des odeurs, peut-être, je ne sais pas. Vous êtes arrivée au niveau de l'école primaire, donc, en gros, si j'ai bien suivi. J'étais arrivée en CM2, d'accord, enfin fin CM1, et j'ai aussi beaucoup, je tiens à le dire, la chance d'avoir eu un directeur d'école qui m'a accompagnée et qui a fait en sorte que la transition se fasse en douceur. Oui. Parce que c'est quelque chose de très important. Je pense que ça marque énormément l'école, surtout primaire. Et quand il y a déjà des changements bien de sûr, pays, oui. mais dans un contexte différent, en plus dans un contexte de guerre, donc ça peut être assez traumatisant. Donc moi j'ai vraiment eu de la chance d'avoir eu un entourage très bienveillant, très bienveillant et qui soutient énormément. Donc du coup tout ce qui s'était passé avant n'avait pas forcément d'impact sur la scolarité. Ça a un peu glissé, voilà, comme. Et voilà pour le grand changement. Je suppose que l'écriture pour vous c'était magique, donc vous deviez vous régaler à faire des rédactions, j'imagine. J'avais beaucoup d'imagination, enfin j'en ai toujours. Ah oui, c'est important, oui. Et au fait, je trouvais que le contexte, par exemple, vous parliez de rédaction en français ou autre, mais parfois me restreignait. Ah oui. Je ne respectais pas les règles. Vous sortiez du cadre. Oui, voilà. Je préférais... C'était trop étroit pour vous, on va dire ça comme ça. Oui, ou alors peut-être que la forme ne me plaisait pas, ou que une sorte de rébellion. Ça manquait de fantaisie. Je pense, oui. Et de rentrer en fait dans ce cadre. En plus, on parlait de la forme académique, de rentrer dans un certain cadre. Et du coup, je préférais avoir des notes médiocres, mais juste avoir pu exprimer ce que vous vouliez, oui. Et de la façon dont vous le souhaitiez. D'accord. Oui. Je disais, mais non, tu pourrais faire mieux, on sait que tu as les capacités, mais ce n'est pas mon objectif. Je veux juste m'exprimer. Et après, au lycée, vous avez fait quelle section? Littéraire lycée, ou économie? Au lycée, j'étais têtue. J'ai eu une adolescence très rebelle. Comme oui, ça fait partie des... Mais ça a créé une sorte de rupture, de rupture avec l'enfant très sage. Ah oui, là vous avez explosé, si on peut dire. Oui, j'ai découvert... Vous êtes libérée. J'ai découvert le monde des adultes. En fait, je pensais que tout était rose, que tout le monde était gentil. Et vous avez aperçu que c'était un peu plus compliqué, si on peut dire. Et oui, et je ne supportais pas les injustices, qu'elles soient dans le domaine familial, dans le domaine, par exemple, de l'école également, au niveau des règles, etc. Ah oui, ça, il y a son lot, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, et du coup, au lycée, je devais faire une scientifique, une section scientifique. D'accord. La professeure de maths, je me souviens très bien, me disait, mais voilà, avec le potentiel que tu as, on t'oriente vers scientifique. Et par esprit de contradiction,
J'ai dit, ben, si tout le monde veut que je fasse ça, eh ben non, je ne ferai pas ça. Je ferai une ES, économique et sociale. Aujourd'hui, je me dis, mais c'était juste pour contredire, en fait, alors que c'est pour ne pas donner raison, en quelque sorte, à l'autorité de l'éducation nationale. Mais c'est drôle de voir comment des petits choix comme ça conduisent à un certain parcours et à ce que je suis aujourd'hui, même si ça n'a pas été un élément déclencheur. Mais juste l'esprit de rébellion, je pense. Bon, là, qui a mal été, qui a été contredire pour contredire. Bon, ça, c'est un petit peu les petites erreurs de jeunesse. Mais après, en dehors que vous aviez l'esprit de contradiction, mais je trouve ça assez quand même désagréable, encore le mot n'est pas assez fort, qu'un enseignant dise, puisque voilà, ta sortie comme ça, on t'oriente vers. Alors que ce qui est important, c'est ce que ressent là, parce que voilà quoi. L'important, c'est d'être bien à sa place, du moins au moment où on y est, quoi. C'est ça, c'est... Et puis bon, parce que malgré tout, il faut dire que pendant longtemps, même je crois encore, dans l'éducation nationale française, les mathématiques étaient prépondérantes, et moi je trouve ça complètement injuste. Parce que il faut qu'il y ait des gens qui sachent faire des mathématiques, le problème n'est pas là. Mais je vois pas pourquoi, voilà, les gens qui sont justement en potentiel apparemment intellectuel assez élevé, entre guillemets, pourquoi après tout ils n'iraient pas en elle aussi, parce qu'après tout, voilà. Exactement. Je trouve ça assez terrible, quoi. Donc vous étiez rebelle, donc voilà, vous avez fait autre chose. C'est exactement ce que je disais, parce que je disais, mais par exemple, j'aime les langues, j'aime les sciences, j'aime le sport. Oui. Et comment je fais? Oui, qu'est-ce que Qu'est-ce que je fais? Et des personnes, par exemple, qui sont douées pour les activités manuelles, ou alors sous prétexte qu'on idéalise l'intellect et qu'on dénigre. Et une forme d'intellect, parce que là, moi, c'est un truc qui me fait bondir, parce que je vais dire que l'approche mathématique et l'approche littéraire, et après philosophique, ne sont pas les mêmes, mais les deux sont... voilà, les deux ont leur importance, les deux aident quelqu'un à se former, et voilà. Et si un enfant rêve d'être, je ne sais pas moi, pâtissier, et qu'il a un grand potentiel intellectuel, mais on lui dira, mais c'est dommage d'aller en section pâtisserie, CAP, c'est tellement dommage. Mais, et je l'ai déjà entendu. Donc oui, effectivement, je vous rejoins sur ce vouloir séparer, mettre dans des compartiments. C'est au moins que... J'estime que c'est quand même à l'élève à s'exprimer, enfin à ce qu'il ressent. Voilà. Facile, hein. Parce que certains, peut-être ont plus de difficultés justement à s'affirmer, mais le principe. Enfin bon. Donc après, vous avez continué à l'université des études aussi en économie, avec différentes branches, si on peut dire, de la plus dure, l'économie au sens le plus strict du terme, après en passant par l'économie sociale, c'est ça? Et après économie et solidaire, c'est ça, vous m'aviez dit. Oui, je suis passée par de l'économie, on va dire, purement quantitative. Donc l'économie, en fait, c'est des maths, des calculs, des modèles, beaucoup de théories, beaucoup d'idéologie aussi. Et ça manquait, c'était trop froid à mon goût. Donc ensuite, je suis passée plutôt à l'économie sociale. Ça manquait d'humain. Donc voilà, l'aspect sciences humaines, ressources humaines. Et ensuite, ça manquait encore de quelque chose. Et j'ai basculé vers le développement international. Donc la fin de mon cursus, c'était le développement international et le développement durable dans les pays en voie de développement. C'était à l'époque où, quand je dis je voulais changer le monde, donc en travaillant dans les ONG, en voyageant, et voilà, réaliser ce monde utopique qui faisait partie de moi. Et qui fait toujours partie de moi. Et c'est peut-être justement par le biais de la littérature que vous arrivez à le changer, enfin, du moins à amener votre petite pierre pour le faire changer. Dire ça comme ça. Ça en fait partie. Ça en fait partie, mais je pense que c'est aussi la manière dont je vis, surtout. Ah oui, forcément, oui. Et qui va ensemble. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas séparé. Ben non, c'est mieux quand ça n'est pas séparé. C'est ça, oui. Puisque, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas écrire ce que je n'ai pas vécu, ce que je n'ai pas expérimenté. Ce que vous n'avez pas ressenti, ce que vous n'avez pas exploré. Exactement. Et pour être, de manière intègre,
par rapport à mon parcours, sachant qu'en plus, ces ouvrages-là m'ont accompagnée durant mes voyages. Vous aviez voyagé pour vos études et par rapport à votre dernier cursus, si on peut dire, c'est ça? C'était ce que je voulais faire au départ. Mais c'est encore cette quête de liberté. Intégrer une structure qui me dise où je dois aller. Qu'est-ce que vous devez faire et tout ça, ça vous décoiffe, qu'on va dire. Je me suis dit, allez, je prends mon sac à dos, et je pars en mon nom, et non au nom de telle association ou telle structure. Et je découvre le terrain. Parce qu'au départ, ce que je voulais faire, c'est que plus on arrive à un niveau d'études élevé, plus quelque part, surtout dans ce domaine-là, ONG, si on ne fait pas l'effort, on est déconnecté du travail sur le terrain. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, de par le statut, imaginons vous arrivez directement en tant que cadre, mais vous êtes très jeune, vous êtes diplômé, mais vous n'avez rien connu de la vie, et vous allez mettre en place des décisions, mettre en place des projets qui vont toucher des milliers de personnes. Je me suis dit, non, moi je veux partir d'en bas. Et je suis partie, être sur le terrain, donc, d'une certaine manière. Exactement. Comprendre, faire les choses manuellement, les faire par moi-même. Et comme j'ai dit, j'ai pris mon sac à dos et je suis allée planter des patates, repartir vraiment à la terre. Je pense que c'est aussi, c'est très symbolique, à la source. C'est ce qui m'a... Repartir de la base, des racines. Vous nourrir, oui, avant de vouloir s'envoler je ne sais où, repartir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel en fait? Je pense que ça a été ça ma démarche au départ. Qu'est-ce qui est essentiel, important pour moi, au-delà de la carrière, entre guillemets. Et ça n'a pas du tout été une décision facile. Je pense qu'elle a été marquée par une bonne rébellion, mais dans le sens où je ne voulais pas rentrer dans un moule. Dans un moule, et puis dans cette pression-là, parce que j'ai fait des études, alors je suis vouée à faire telle chose. L'un n'empêche pas l'autre, et d'autant plus que ce que j'ai fait ne s'annule pas. Donc je ne perds pas les bénéfices de tout mon parcours. Au contraire, je vais l'enrichir. Mais oui, ça vous, quelque part, oui, c'est... Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Les voyages intérieurs qui accompagnaient les voyages extérieurs. Et comment dire, et du coup, avoir continué, pas forcément au bout du monde. J'ai commencé en France. Je me dis, mais pourquoi aller bien sûr, en France? Il y a des choses des merveilles. Il y a des choses à découvrir, bien sûr. Exactement. Et qui est nourrissante, oui. Mais je suis partie vraiment, comment vivent les personnes de la Terre, exemple. Certains sont, dans certains milieux, nous sommes déconnectés de la base de la société qui nous nourrit. Qui est-ce qui nous nourrit? Si ce n'est ceux qui se lèvent à je ne sais quelle heure. Ceux qui s'aiment, ceux qui... Oui, d'accord. Exactement, et qui font un travail de plus en plus difficile, étant donné, premièrement, le manque de reconnaissance qu'ils ont, et deuxièmement, toutes les pressions par rapport aux bouleversements et enjeux mondiaux qui se passent, sans parler de l'aspect écologique, environnementaux, etc. Et c'était un peu le thème de mes études, développement durable. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, plutôt que d'aller voir ça dans les autres pays, je me suis dit, bon... Regardons d'abord autour de chez soi. Exactement. Oui, d'accord. Et commençons par le commencement, si je puis dire. Exactement. Oui. D'où je suis, voilà, quoi. Et donc, ça, puisque bon, tout à l'heure, hors micro, on m'avait dit, vous aviez écrit toujours, mais que c'était plutôt ou de la poésie, ou aussi des lettres, et que quand vous aviez à dire quelque chose à quelqu'un, vous envoyiez une lettre, vous la donniez. Donc là, ce sont... Est-ce que vous qualifieriez un long chemin à parcourir, puisque là, pour l'instant, il y a 2 tomes, il y en aura 2 autres, enfin les 2 autres sont déjà écrits, dans cette saga, d'une certaine manière. Est-ce que vous qualifierez de roman? C'est un roman? Alors, il a été classé dans inclassable. D'accord, parce que ce ne sont pas des nouvelles. Non. C'est de la réflexion, ça j'ai bien compris. Oui, c'est difficile pour moi. Je peux dire ce que ce n'est pas. Oui. Ce n'est pas un roman.
ce ne sont pas des nouvelles. Ce ne sont pas des témoignages non plus? Non. Pas au sens premier du terme, du moins. Ce sont des histoires, mais avec un style ouvert. Vous utilisez la parabole? Oui. Très... Comme le comédien utilise la marionnette? C'est ça. Et j'ai du mal à le il me représente, mais les histoires me représentent. Donc les mettre dans un... Et c'est une somme de vos réflexions, de vos rencontres, de vos idéaux, de vos désirs, on peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça, mais dans une dimension... Une dimension en contact réel avec l'action du moment. Je m'explique. Par exemple, nous sommes face à une situation, puisque je les ai écrits, j'ai commencé à écrire vraiment ceux-là, lors de mes voyages. Oui. Donc, la toute première histoire, c'est Soussou dans le train. Oui, parce que Soussou, c'est le personnage. Ah oui, Soussou, c'est le personnage principal. Voilà. Oui. Personnage féminin, mais voilà, qui comme ça vit différentes péripéties, qui se retrouve dans différentes situations. Exactement. Donc Soussou, c'est le personnage principal. Qui s'affirme. Est-ce que je pars du début, parce qu'elle quand même, Soussou, elle vient pas de n'importe où, ce n'est pas un être humain comme les autres. Oui. Soussou vient... C'est là pour ça que je parlais de parabole et de... Oui, Soussou est une sorte d'hybride, enfin c'est pas une sorte, c'est une hybride entre deux mondes. Le monde du centre de la Terre, puisque au centre de la Terre, il y a une peuplade très très évoluée, d'êtres très évolués, beaucoup plus évolués que les êtres humains, mais qui ne peuvent pas rentrer en contact avec les humains qui ne sont pas encore prêts. Donc Soussou a été, on va dire, le fruit d'un amour entre un être humain de la surface de la Terre, terrien, qui est son père, et un être donc du centre de la Terre. Qui vient du magma. C'est ça. Et donc, il a été éjecté à la surface de la Terre pour pouvoir observer, comprendre et surtout semer des graines par rapport à l'avancée, on va dire, en conscience de l'humanité. Mais elle ne le sait pas. Elle a perdu la mémoire. Donc, toute sa mission sera de rencontrer, en fait, d'avoir des situations et de rencontrer des personnages qui vont petit à petit la mettre sur un certain chemin. La faire avancer, il faut l'aider à comprendre. Oui, exactement. À se structurer. Mais déjà à comprendre ce qu'elle fait là. Et comment fonctionne. Où suis-je, que fais-je, où vais-je? Mais toutes les questions existentielles, en fait. Oui, quelque part, est-ce que vous vous situeriez dans un courant, enfin, une réflexion philosophique? Je pense notamment à Voltaire, qui utilisait comme ça des contes pour... voilà. Je pense que c'est ma démarche première sans qu'elle soit volontaire. Et c'est aussi confronter le monde intérieur, votre intériorité la plus profonde, à l'extérieur. Exactement. Et faire que tout cela puisse se rencontrer et s'harmonise si possible. Exactement, oui. C'est exactement ça. C'est comment pouvoir exprimer la richesse d'un monde intérieur qui ne se reflète absolument pas à l'extérieur. C'est-à-dire que tout... Il faut aller puiser, c'est du travail, c'est se remettre en question, ça suppose de s'écouter, c'est la petite voix que nous avons chacun en nous, mais que nous développons plus ou moins. Et beaucoup de confiance et de foi. C'est-à-dire que de se donner la chance d'être, tout simplement, sans forcément vouloir correspondre au modèle imposé, un modèle extérieur. Oui, c'est d'être soi au plus près de soi, quoi. Et encore faut-il le savoir. C'est-à-dire que le départ, c'est se connaître, apprendre à se connaître soi-même, et ensuite... Et à défendre ce statut, si je puis dire. C'est-à-dire de ne pas se couler dans le moule, parce que c'est sûr que la société y invite quand même très souvent, et puis c'est quand même plus facile aussi, il faut dire les choses comme elles sont, quoi, de se laisser porter par le courant. Exactement. Alors que voilà, comme ça, d'amorcer une réflexion profonde, et puis surtout quand tout à l'heure vous parliez de rébellion, mais d'être au monde avec ce que l'on est vraiment au plus profond de soi, quoi, d'être dans toute sa spécificité
spécificité dans toute sa richesse, en sachant que chaque individu est différent. C'est Et exactement c'est cultiver ça. ça. Et C'est cultiver votre jardin intérieur d'une certaine manière. non seulement le cultiver, mais en plus savoir le titre, un long chemin à parcourir, Oui, ça veut savoir où l'on veut aller, c'est-à-dire pourquoi. dire. Sans connaître forcément le chemin qui y mène, mais savoir où l'on veut aller. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est pas une sorte de confiance. La foi est le pilier de toutes nos actions, de toute notre vie. C'est-à-dire foi en l'humanité, foi en vous-même, vous voulez dire? Ça commence par soi, Oui. toujours par soi. La foi, Je suis c'est capable vrai qu'il y a une de... connotation peut-être un peu religieuse. Oui, donc c'est pour ça que je voudrais préciser. La foi, l'être humain, quoi, en vous, c'est quoi, ça. en tant qu'individu, dans toute sa richesse. Exactement, la confiance, la foi, et non l'espoir. J'ai tendance à dire que l'espoir est aussi germe en lui les prémices de doute, alors que la confiance, c'est vraiment éradiquer le doute et savoir où l'on veut aller. Et cela passe par se connaître d'abord. Donc accepter ses parts sombres et cultiver ses échecs éventuellement. Ses parts lumineuses, exactement. Et avec moi, avec l'action dans le monde va ensemble. C'est-à-dire être, mais aussi comment l'exprimer. Ça peut être de manière en fait très diversifiée et chacun va l'exprimer d'une certaine manière. Je prends l'exemple un boulanger va exprimer une partie de lui-même, un boulanger conscient. Oui, bien sûr. En respectant certaines choses, en n'utilisant pas n'importe quoi. Par exemple. Voilà, ouais. Et il va toujours... En s'inscrivant dans une éthique. Dans une éthique, mais très invisible en fait. Oui. C'est ce qui fait la différence avec vouloir toujours montrer. Ah oui, l'éthique c'est quelque chose d'intérieur qui part de soi, et puis il faut s'y tenir. C'est là ça. Parce sur le papier c'est une chose, entre la théorie et la pratique, voilà. Oui. Être en accord avec ses idéaux, c'est un sacré travail, quoi. C'est un travail permanent, de tous les jours. Bah oui. Il n'y a pas de RTT, ni de de 35 répit, heures, ni de vacances. Ceux qui sont, je pense, sur un certain chemin de connaissance de soi-même, je pense que c'est un travail permanent, dont les résultats ne sont pas forcément visibles, mais qui surplombent la vie. C'est là où on voit la différence entre, par exemple, face à un apparent obstacle ou problème entre deux personnes, entre une personne qui aura fait un certain travail sur elle-même et une autre personne qui pense que, par exemple, le hasard existe ou qu'elle n'a pas de chance ou des choses comme ça. Mais qui est-ce qui va surmonter l'obstacle ou la difficulté? Ce sera plus la personne qui aura compris les choses en prenant du recul, en s'élevant, plutôt que en une restant, certaine distance. Oui. Exactement, dans la problématique, dans le problème, dans la souffrance, dans ces choses-là. Et à travers justement ces histoires-là, ça n'a pas... En fait, l'aspect philosophique n'a pas été volontaire. Je me suis vue... Il s'est invité. Oui, c'est quelque chose c'est quelque chose de naturel en moi. Et mon entourage, à chaque fois... ceux qui m'aiment, je le sais, parce que même dans le quotidien, j'ai tout le temps des questionnements sur des petites actions qui n'ont pas forcément... qui sont anodines ou banales, qui nous paraissent anodines ou banales. Mais c'est la part du colibri, d'une certaine manière. C'est-à-dire ? Mais vous savez, le petit colibri, il y a un incendie, et puis il arrive avec ses petits coups, et on lui dit, mais que comptes-tu faire ? Et bien il dit, je fais ma part, et il fait avec ce qu'il est, et voilà, quoi. Oui, plutôt que de se dire que l'ampleur de c'est chacun sa petite pierre, quoi. Moi, je prends soit le colibri parce que c'est joli, puis c'est rattaché à Pierre Rabhi, enfin bon, bref. C'est ça. Mais, et toujours se remettre en question. Et je pense qu'en fait... c'est pour ça qu'on dit que tout est question de réalité. La réalité est dans les yeux de celui qui la voit, dans la mesure où une situation ou même un objet ou une personne
vous mettez je ne sais pas ici, 3 ou 4 personnes face à une même situation, mais on aura, je ne sais pas, 3 ou 4 peut-être interprétations Regarde, bien différentes. sûr, bah oui, en fonction du vécu de chacun, du moment aussi où il le vit, de ses origines, de maintes choses, de son évolution personnelle, enfin oui, forcément. Et puis c'est ce qui fait aussi la richesse de la rencontre avec l'autre, c'est que face à une même situation, une personne verra quelque chose et une autre verra autre chose. Et c'est justement en mettant ensemble les différents points de vue que aussi ça permet d'avancer et de mieux comprendre et de mieux appréhender. C'est ça. Et c'est dans ce sens que c'est important de savoir écouter et ça fait de partager. De vivre ensemble, entre guillemets, même si c'est peut-être galvaudé, mais en fait, il y a de ça aussi. Il y a beaucoup de ça. Et du coup, un long chemin à parcourir correspond vraiment à, je pourrais dire, ma vie, sans exagérer, et qui correspond également à la vie du personnage Soussou, qui aura un très long chemin à parcourir vers la connaissance. C'est une quête d'absolu, mais une quête déjà pour elle-même, quoi, en tant qu'individu, à un endroit se comprendre. On dit bien que connais-toi toi-même. On disait Socrate. Exactement. Connais-toi toi-même, et c'est à partir de là que la sagesse peut s'exprimer dans le quotidien. Autrement, toutes les connaissances extérieures froides ne serviront qu'à embellir. Et oui, parce qu'il faut être en adéquation. Il faut que les connaissances soient en adéquation avec l'être, avec ce qu'il est. Et ça ne peut se faire que par l'expérimentation et un travail profond. Oui, de réflexion, de recherche. Et ça correspond justement à... J'ai travaillé en tant qu'éducatrice, animatrice avec les enfants, et je trouvais... J'étais un peu peinée de la manière dont on voit les enfants, en fait. Plutôt que de voir comme des graines de potentiel énormes à germer, on voit comme des petits êtres sauvages à dompter, à vouloir mettre dans des cases, à vouloir correspondre à un moule pour correspondre à une société, etc. Donc mais forcément, ça me renvoie peut-être à mon enfance. Oui. Mais il y a aussi, c'est pour ça qu'il y a eu, mais notamment après, en 68, qu'il y a eu tout ce qu'on appelle ce mouvement des écoles nouvelles aussi. Je pense notamment à Freinet, Montessori, Montessori, exactement, alternatif. Et heureusement, plus en plus. Des gens qui envisageaient une autre manière de l'éducation, d'éduquer les jeunes enfants, et une autre approche, et un autre rapport aussi, et y compris aussi un autre rapport entre les enfants et ceux qui les encadraient, c'est-à-dire les enseignants, parce que ça joue aussi. C'est ça, oui. Je disais souvent, dans l'éducation, parfois ce sont les éducateurs qu'il faut éduquer, ou les parents, parce que les enfants n'ont pas forcément besoin d'éducation au sens strict. Enfin, on ne va pas discuter sur ce qui est l'éducation, mais plutôt d'accompagnement vers pour leur permettre connaissance pour leur permettre d'éclore comme une fleur. Le jardinier arrose la fleur pour qu'elle puisse éclore, et l'enfant aussi, il faut l'accompagner pour qu'il puisse puiser les ressources qu'il a en lui et leur offrir l'environnement adéquat, l'environnement matériel, affectif, adéquat, qui puisse être propice à leur développement, à la connaissance d'eux-mêmes. Et exactement, c'est ce qu'on voit justement dans les écoles alternatives. J'ai été éducatrice Montessori, et je vois qu'il y a une énorme différence déjà dans l'approche. Mais aussi au niveau des règles, entre guillemets, j'aime pas le mot de règles, mais bon, la façon règles, dans la journée, ce sont pas les mêmes, ça fonctionne différemment. Pas du tout. Et du coup, lorsque l'on veut appliquer en fait ces préceptes, d'ailleurs qui sont aussi qui sont prouvés par la science, parce que ce ne sont pas juste des idées de 3 personnes qui ont écrit des livres. Non, c'est toute une recherche, oui, bien sûr. Qui est aujourd'hui approuvée par une recherche philosophique. Exactement, que ce soit la philosophie, la neuroscience, du fonctionnement de l'être humain. Bien sûr. Oui, en fonction des rythmes, enfin bon, bref, du cerveau.
Et malgré tout, il n'y a pas forcément d'avancée pour le plus grand nombre, parce que disons que ceux qui ont accès à cette forme d'éducation sont déjà sensibilisés, ont déjà des parents qui sont sensibilisés, donc vivent déjà dans un environnement propice. Et les autres ? Et que se passe-t-il ? Et les autres ? Donc pouvoir ramener ça dans quelque chose de plus large au niveau public, il faut être très fort. Certains tentent. Il faut persévérer surtout. Certains l'ont tenté, mais lorsque vous arrivez à un certain niveau, vous risquez d'être dangereuse ou dangereux, puisque vous aspirez à faire grandir des êtres libres et qui pensent par eux-mêmes. Oui. Aïe, 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 attention, des êtres qui pensent par eux-mêmes. Oui. Non, ça va être trop dangereux. Donc, on va essayer de mettre chacun dans un moule et puis pour que tout aille bien. Oui, non, parce que dans vos ouvrages, en fait, il y a cette quête de vérité, en fait, du personnage qui cherche à avancer, mais aussi cette quête de liberté, quoi, pour pouvoir justement être soi, si je puis dire. Enfin, là, Soussou pour être elle-même, quoi. C'est une quête effrénée de liberté, de se trouver, quoi, d'une certaine manière. Et en fait, le titre « Un long chemin à parcourir ». Oui. Se trouver, c'est vraiment comme vous disiez au début. Se rencontrer quelque part. Et ça ne va pas sans l'autre. Entre soi et soi, oui. je puis dire. Et ça ne va pas sans l'autre, puisque souvent, par exemple, Soussou vit dans la nature, par exemple, où elle se trouve en harmonie avec elle-même dans la nature. Et il y a à chaque fois, on le voit dans la partie Soussou à vélo, il y a, on va dire, un élément perturbateur extérieur qui vient l'extraire d'un monde très riche, intérieur, très léger, qui vient l'extraire pour en fait la remettre sortir, dans le... sortir de ce chemin qui est celui de la contemplation finalement. Donc comment elle va le prendre, comment va-t-elle faire, comment va-t-elle pourra résoudre l'harmoniser. C'est exactement ce que vous disiez au début, c'est-à-dire comment exprimer, déjà connaître et cultiver sa vie intérieure et surtout pouvoir enrichir entre guillemets le monde avec ça, et que ça ne soit non plus une confrontation, mais des éléments fluides qui puissent se mêler, s'entremêler et s'harmoniser. Et le monde dans lequel donc toute cette quête, quoi, de comment faire pour arriver justement à une forme d'harmonie entre guillemets. Et Soussou, elle est très, elle est aussi très pragmatique. C'est-à-dire que il y a des choses entre guillemets logiques, de règles de vivre ensemble, qui ne sont pas forcément appliquées, ou des choses illogiques qui sont banalisées. Et elle essaye de confronter aussi non seulement ses sentiments, mais beaucoup d'analyse, de pragmatisme et de logique par rapport à une certaine efficacité finalement de pouvoir comment utiliser les ressources communes. C'est un exemple, comment utiliser les ressources communes. C'est pas dans celui-là, donc ça sera celui d'après, il y aura Soussou SDF, parce qu'elle est aussi passée par cette étape, si on peut dire. Oui. Et c'est là où elle se questionne sur, par exemple, les gaspillages dans la société. Elle se questionne sur une autre manière de fonctionner, quoi. Comment est-il possible de fonctionner différemment pour que tout le monde s'y retrouve de certaine manière, pour que personne ne soit lésé. Oui, déjà ça, en parlant de gaspillage et de partage des ressources, mais aussi en questionnant ceux qui se victimisent par rapport aux actions des autres. Donc, elle essaye de rassembler en quelque sorte les personnes qui sont dans son état SDF, et de leur dire, mais plutôt que de se plaindre, de dire oui, c'est la faute d'un tel, du politicien, de celui qui a de l'argent, le méchant riche ou de je ne sais qui, nous faisons quelque chose. On est 2-3. Regardez, il y a un petit bout de terrain, pourquoi ne pas semer quelque chose? Ou alors, on a fait connaissance avec une boulangère chez qui on pourra aller tous les soirs, elle nous donnera tous les invendus.
ou d'autres personnes qui pourront s'organiser pour avoir un petit terrain ensemble. Enfin bref, c'est-à-dire qu'elle offre des solutions de manière très concrète. Donc là, par exemple, dans Soussou SDF, c'est des choses très concrètes, mais aussi des solutions par rapport à ce qu'on peut appeler le lâcher-prise et le discernement. C'est-à-dire que plutôt que de toujours offrir le regard, mettre le regard en direction vers l'extérieur, hop, faire un petit virage de 180 degrés et de le dire, ah, et moi? Alors oui, peut-être que aussi je dois me voir. C'est puiser en ses ressources, quoi. Exactement, et aussi me questionner sur l'état dans lequel je me trouve actuellement, quelle est ma part de responsabilité dans ce que je vis, et que puis-je faire, quoi, à mon niveau, en fonction de mes possibilités. Exactement, et si je veux voir, si je suis contre l'injustice, toujours à me plaindre contre l'injustice, est-ce que moi, dans mon comportement quotidien, je suis toujours juste? Est-ce que moi, dans mes pensées, je suis toujours juste? Est-ce que moi, dans mes sentiments, je suis toujours juste? Et c'est à partir de là qu'on a une certaine, en fait, cohérence avec nous-mêmes qui nous permet de vivre même au milieu d'un chaos. À partir du moment où il y a un ordre intérieur qui est mis en place, mais le chaos touche moins. Oui, forcément. Moins oui. Que si on s'y prenne, on s'identifie au monde extérieur. Et oui, si la base, enfin le socle, s'il y a un socle, voilà, la structure intérieure. C'est comme une colonne vertébrale d'une certaine manière. Si vous voulez en savoir davantage sur les aventures de Soussou, notamment dans cet ouvrage intitulé Un long chemin à parcourir, vous pouvez aller demain à partir de 18h au 12 rue Mercadier, au local des rencontres voyageurs, dont c'est présenté, organisé plus exactement par les éditions Hasard Atelier. Et donc il y aura Soraya Ahmed avec donc les deux titres dont elle vient de nous parler. Il y aura aussi Je t'avais dit, ne viens pas avant midi, j'arrive pas à me relire, au paradis, je crois que c'est ça. C'est par Nathalie Strassley, et aussi ERSPS, Nénuphar frais sur le delta de l'aéroport. Ça, c'est Arnaud Romé, donc c'est de la poésie sonore. Arnaud Romé donc, est un créateur sonore. Il est venu plusieurs fois ici en interview, mais il avait aussi fait une émission il y a 2 ans, je crois, le samedi. Donc c'est 3 auteurs que vous pourrez rencontrer demain entre 18 et 20h et ensuite échanger. Alors je ne sais pas si nous avons le temps, mais ça sera peut-être parce qu'il y a juste de lire peut-être 2 phrases de l'autre extrait, mais vraiment très court, puisque bon, le temps nous enfin, oui. D'accord. La pendule tourne, si je puis dire. Ça sera très court. Me voilà dans l'attente. Dans l'attente. Je vais dans une ville qui s'appelle Paris, et j'attends qu'un long tube métallique puisse m'y emmener. Sur des rails. J'attends le train de nuit. Le train de nuit car il ne se déplace que la nuit. Un train de nuit dans lequel il fait très noir et pourtant où l'on passe des nuits blanches. J'attends. En découvrant la terre, Soussou ne recule pas face à l'aventure. Voici un périple où l'innocence et la poésie se confrontent aux incohérences humaines. Merci. Donc rendez-vous demain soir entre 18 et 20h, puisque chaque auteur présente son ouvrage, et ensuite il peut y avoir des questions, et puis après il y a une fois que les questions, voilà, il y a les discussions comme ça entre différentes personnes, voilà. Oui, j'ai hâte d'être à demain. Et donc c'est un long chemin à parcourir, et là c'est le tome 2, demain ce sera le tome 2 que vous présenterez, mais bien sûr le tome 1 sera aussi présent, enfin il sera sur les tables. C'est ça. Je ne sais pas est-ce que la seconde invitée est dans les parages? On va lui dire de rentrer, elle